Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette session dédiée à un sujet clé finalement, qui est comment la finance peut-elle contribuer à lutter contre le changement climatique. Alors pour discuter de ce sujet important, nous avons à ma gauche Pierre Forestier de l'AFD qui est en charge de l'unité climatique de l'Association française pour le développement, l'Agence française pour le développement, qui vous expliquera comment les banques de développement travaillent à financer la lutte contre le changement climatique. Nous avons aussi Carlos de Freitas qui est le directeur des programmes du Fonds mondial pour le développement des villes, qui sont aujourd'hui extrêmement mobilisés à l'échelle de la planète pour agir à leur échelle sur le changement climatique. Il va nous expliquer comment. Et à ma droite, j'ai Léa Dunant-Châtelet qui est en charge qui est la directrice de la gestion action de la société Mirova, qui est une société de gestion dédiée à la prise en compte de ces sujets environnementaux et sociaux dans la gestion financière. Et à côté d'elle, on a Thierry Philippona, qui est le président du Forum pour l'investissement responsable et qui donc, à ce titre, est le porte-parole des investisseurs responsables. On va expliquer comment et pourquoi ces investisseurs responsables commencent depuis plusieurs années déjà à intégrer le facteur climat dans la gestion financière. Alors, on va commencer avec vous, Pierre Forestier, sur cette question finalement d'essayer d'estimer, avant de savoir ce que fait la finance, quels sont les besoins financiers et quels sont les besoins en investissement pour lutter contre le changement climatique que vous pouvez mesurer à l'AFD. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ce sujet du changement climatique, c'est un sujet qui touche beaucoup la question de l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on parle de trois choses importantes. La première, c'est, on a maintenant le vocable qui est de plus en plus utilisé, c'est une question de transition énergétique et écologique. Les gaz à effet de serre, on le sait, sont majoritairement émis par l'énergie fossile et leur utilisation. Ça touche les questions de production énergétique, de consommation à tout niveau, industriel, résidentiel. Ça touche les transports, évidemment, et ça touche aussi bien les communautés rurales que les villes. C'est donc la première des choses, c'est comment agir pour ne plus, quelque part, dépendre de l'énergie fossile et pour consommer mieux, moins, être plus sobre en carbone. Le deuxième sujet qui est aussi important, c'est de permettre aussi de valoriser ce que l'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire des ressources naturelles comme la forêt ou les sols, dans leur pouvoir de séquestration, de fait que le CO2 puisse ne pas être émis, mais puisse être conservé. Et donc, c'est de pouvoir valoriser, je dirais, une bonne gestion forestière ou une bonne agriculture qui permet de conserver la matière organique dans les sols. Et puis, la troisième question qui est très aiguë pour les pays en développement et particulièrement pour les pays les plus pauvres, c'est la question de l'adaptation aux effets du changement climatique. Malheureusement, même si on a un accord à la COP21 sur un réchauffement inférieur à 2 degrés, il y aura des effets. Les effets sont déjà actuels, ils seront de plus en plus importants. Ces effets vont toucher les secteurs économiques, vont toucher l'agriculture, vont toucher les infrastructures, l'aménagement du territoire. Avec l'élévation du niveau de la mer, toucheront aussi les villes qui sont beaucoup en zone côtière. Et puis évidemment, vont toucher les populations. Et ces questions-là sont très aiguës, particulièrement pour les pays qui sont les plus pauvres et qui auront plus de mal, quelque part, à permettre d'avoir moins d'impact sur ces sujets-là. Ces trois grandes considérations, ce sont des investissements de développement. C'est bien un sujet de développement, d'investissement dans les infrastructures, dans la vie économique, de choix économiques. C'est aussi des questions, je dirais, de ville, d'urbanisme, et puis des questions, on va dire, plus clés de population et de société. On a bien, dans un cadre comme ça, je dirais, pratiquement l'intégralité des questions d'investissement dans le monde qui sont touchées, qui sont impactées. Bien sûr, plus l'énergie, bien sûr, plus les infrastructures, mais je dirais pratiquement l'intégralité de ce que l'on fait doit être modifié. Donc c'est des milliers de milliards dont on parle. C'est évidemment quelque chose qui est plus de l'ordre de transformer les politiques publiques et puis rediriger les flux, rediriger les financeurs, rediriger l'investissement vers du plus vert et non du très carboné. Alors face à cette vision globale où on mesure l'ampleur du chantier, qu'est-ce que concrètement l'AFD a mis en place comme type de programme et d'action qui lui permettent à son échelle à elle de travailler sur l'ensemble de cette palette ? Alors,
L'AFD, c'est la Banque publique de développement française qui intervient dans l'aide publique au développement depuis de très nombreuses années, dans les pays les plus pauvres, mais aussi dans les pays en développement émergent, en Amérique latine ou en Asie. On a comme vocation de financer l'intégralité des besoins d'investissement sociaux, économiques, institutionnels. Et cette question climat a été, je dirais, depuis une dizaine d'années, de plus en plus intégrée dans nos façons de faire et même dans nos stratégies. Nous avons décidé fin 2011 d'un objectif ambitieux qui est que la moitié de nos opérations dans les pays en développement est un co-bénéfice climat. Alors qu'est-ce que ça veut dire co-bénéfice? C'est ce que je vous indiquais. On parle de développement. Donc quand on parle de développement, évidemment, on investit pour un objet économique ou un objet social. Et puis cet objet social ou économique a ou n'a pas, je dirais, un bénéfice sur le climat. Et donc on essaye d'avoir, je dirais, le plus possible de bénéfices sur le climat. On a un des objectifs les plus ambitieux en matière de financement de l'investissement vert, puisqu'avec 50%, on est assez haut placé. Mais on va plus loin. On essaie aussi d'être transparent sur ce que nous faisons. On essaie de donner une information, notamment systématique, sur les bilans carbone, c'est-à-dire nos investissements, en quoi ils permettent de réduire ou voire d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a même une stratégie qui nous permet de nous différencier, je dirais de ne plus investir dans certains pays sur certains types d'investissements dès lors que l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de ce projet sont très élevées. Donc on voit bien. Vous pouvez nous donner des exemples de projets et dans quel pays vous avez justement renoncé à les financer? Alors, les exemples de projets, c'est dans les exemples verts, c'est évidemment les énergies renouvelables en premier lieu, c'est un sujet majeur. Investir dans l'éolien, investir dans les centrales solaires, comme par exemple nous avons investi au Maroc sur un programme à Ouarzazate, une grande centrale solaire à concentration. Nous investissons oui, évidemment dans des domaines plus larges d'hydroélectricité, mais aussi dans des domaines plus décentralisés, d'énergie, on va dire, à la disposition des villages, avec de l'énergie décentralisée qui permet d'électrifier et donc d'apporter à la fois un bénéfice économique et puis évidemment de le faire sur une base renouvelable. C'est aussi des questions d'efficacité énergétique. On voit bien des questions de transport, les questions de transport en commun plutôt que les voitures individuelles. C'est aussi une question plus générale d'urbanisme. On en parlera peut-être certainement avec mon collègue. C'est une question de planification du développement urbain pour être moins consommateur d'énergie. Et puis dans le domaine de l'adaptation, ce sont des sujets très liés aux questions agricoles ou aux questions d'eau, arriver à financer des opérations, je dirais, qui permettent l'accès à l'eau, tout en préservant les ressources, en consommant moins, en ayant moins de fuites, d'une certaine manière, en matière d'eau, et puis tout en donnant cet accès généralisé et plus large à ces questions d'eau. Carlos de Freitas, Pierre Forestier a fait plusieurs allusions justement à la question de l'urbanisation et au fait que dans les villes où se concentre de plus en plus la population, l'enjeu est clé. Quel est le degré de mobilisation aujourd'hui des villes dans le monde et elles se sont organisées en réseau pour essayer d'être plus efficaces dans la lutte contre le climat? Alors c'est un vaste thème, juste pour revenir sur effectivement le fait qu'aujourd'hui les collectivités locales, donc villes, régions, États dans d'autres systèmes, sont à l'avant-garde des engagements sur le climat, à l'avant-garde par rapport aux États. On le voit ici dans ce qu'on a appelé le Compact of Mayors, le Compact of Regions and States, qui montre qu'en fait sur des engagements, sur une comptabilité des engagements, sur un suivi, les villes sont véritablement dans un système déclaratif avec la mise en œuvre d'un suivi sur ces engagements-là. Elles vont plus loin aujourd'hui. La maire Anne Hidalgo, dans le cadre du sommet des leaders locaux qu'elle a organisé donc au tout début de la COP, a voulu montrer que les collectivités locales étaient effectivement mobilisées à l'échelle internationale pour proposer des solutions. Les collectivités locales sont effectivement, sur toutes les questions que l'AFD vient de lister, sont celles qui, en bout de chaîne, mettent en œuvre toutes les politiques, tous les instruments qui vont permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de défossiliser les économies. Dans ce cadre-là, on se rend compte qu'il y a un énorme gap, en bon français, entre tout ce qui est de l'ordre de la planification
tout ce qui est de l'ordre de la mise en œuvre des projets. Et donc, cette espèce de dissonance cognitive sur le besoin de soutenir les acteurs qui, en bout de chaîne, sont véritablement en lien et définissent et décident ce que sera l'urbanisation à la fois du présent, mais celle du futur, essentiellement. Aujourd'hui, ces collectivités locales ne disposent pas de l'ensemble des outils qui sont nécessaires. Parce que l'échelle à laquelle se décide ce genre de choses, elle est nationale, c'est ça ? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le cadre législatif, le cadre réglementaire sous lequel, évidemment, les collectivités locales sont invitées à agir, puisque dans le cadre de la décentralisation, il y a toute une logique institutionnelle. Il y a des engagements des États, il y a évidemment des financements qui viennent à travers les transferts de l'État vers les collectivités locales, et ensuite, il y a tout un travail sur les budgets des collectivités locales de renforcement de leur capacité d'autonomie pour ensuite accéder à l'emprunt. Emprunt auprès des banques commerciales, auprès des banques publiques de développement ou également sur les marchés financiers. Et c'est en émettant des obligations. En émettant des obligations de plusieurs ordres. Aujourd'hui, on est, et grâce à la crise, sur une connaissance et une compétence beaucoup plus grande, à la fois des populations, à la fois des acteurs locaux, qu'on n'attendait pas sur ces questions-là. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dessiner des mécanismes de financement, des stratégies de financement qui défendent la vision propre des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, les outils de la finance internationale sont définis suivant l'intérêt du marché, suivant l'intérêt des multinationales et suivant une vision du secteur privé sur cette méthodologie de financement. Or, financer le secteur public, ça demande une intégration de ce qu'on appelle, on va dire très rapidement, la gestion du bien commun, qui est complexe financièrement, puisqu'elle est à perte. Donc il y a toute une notion de subvention pour le renforcement de capacité, pour la création de l'environnement de compétences des collectivités locales, et ensuite une dimension de prêt, qui soit concessionnel ou qui soit à taux marché, pour répondre effectivement au design financier des projets. Mais sur l'ensemble de ces outils-là, aujourd'hui, à la fois au niveau international, à la fois au niveau national, suivant les zones, c'est-à-dire, entre guillemets, toujours les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés, on a besoin d'une série d'institutions, d'une série de mécanismes différents. Et comment vous pouvez agir à les mettre en place, et surtout à l'échelle de la planète ? Aujourd'hui, les réseaux de collectivités locales existent depuis de nombreuses années. On a créé des plateformes de réflexion et de propositions et autour de la table des négociations aujourd'hui sur le design de ces mécanismes qui nous sont nécessaires. On convoque de plus en plus les partenaires du développement. L'AFD est un partenaire essentiel, il faut le rappeler. La France, au niveau international, est une des rares à promouvoir la décentralisation comme étant un axe majeur pour répondre à l'ensemble des enjeux qui ont trait au changement climatique et à l'ensemble des enjeux de développement. Et ça, il faut le rappeler parce que c'est rare au niveau des pays, d'avoir un État qui défende à chaque fois, dans l'ensemble des positions, cette question-là. L'AFD, comme instrument du développement, est un des rares, vraiment très rares, vous êtes deux à l'échelle internationale, dans les banques de développement, à aller directement prêter aux collectivités locales pour montrer que le marché de la collectivité locale n'est pas un marché risqué et que c'est un marché sur lequel, on peut faire du bénéfice, et deux, où les impacts en termes d'implantation des programmes résilients, des programmes qui prennent en compte les changements climatiques dans la planification, dans la mise en œuvre des infrastructures, c'est tout à fait possible. Et il y a de plus en plus de modèles financiers qui permettent de répondre aux besoins des investisseurs sur le retour d'investissement, etc. Alors, Léa, justement, est-ce qu'un investisseur aujourd'hui considère que ce type de modèle financier est un risque, puisque Carlos de Freitas faisait allusion au modèle privé, c'est une appréciation du risque qui est en général effectivement pas forcément favorable au projet de financement vert. Est-ce que les choses sont en train de bouger ? Est-ce que vous les observez ? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y avait deux points en fait dans votre remarque. Il y avait le côté justement, est-ce que je prends bien en compte le risque climatique quand je fais un investissement? Ça, c'est une chose. Puis finalement, est-ce que je vais pouvoir bénéficier de mon investissement parce que je l'ai orienté vers la transition énergétique, le changement climatique, et avoir finalement une performance issue de cet investissement-là? C'est deux questions différentes qu'on a souvent opposées. Alors, pour la question du risque, je pense que globalement, la prise de conscience est là. Donc, la plupart des acteurs que l'on voit, la plupart des investisseurs, que ce soit des investisseurs institutionnels, voire même des particuliers, comprennent qu'il y a un enjeu. Est-ce qu'ils font le lien entre cet enjeu-là, qui est un enjeu sociétal, et le fait que lorsqu'ils placent leur argent, peut-être qu'il y a un risque de perte en capital lié à cet enjeu de changement climatique? Concrètement, si on est investi dans des compagnies pétrolières ou de charbon qui ne pourront plus opérer, on risque de perdre beaucoup.
par exemple, et je crois que 2 secteurs l'ont bien montré ces derniers mois, voire années pour certains maintenant, le secteur effectivement des pétroliers, dont on voit que le business model était assis sur un niveau de baril, des typologies de forage dans des zones très complexes, très risquées, qui ont été beaucoup remises en question. Alors là, on voit que investir là-dedans, c'est plutôt à perte, en tout cas aujourd'hui. Et puis les fameux générateurs producteurs d'électricité qu'on appelle chez nous les utilities, et qui, notamment en Allemagne, voient à nouveau leur business model complètement se redessiner, parce que la cartographie du mix énergétique dans ce pays-là est en train de changer. Donc oui, si on ne prend pas en compte les évolutions, eh bien on risque de perdre de l'argent parce qu'on a fait les mauvais choix d'investissement. Et donc aujourd'hui, les modèles, donc on voit le modèle de risque évoluer. Est-ce que justement, globalement, ce qu'on appelle l'économie verte est porteuse de beaucoup d'innovations, avec certaines technologies très stabilisées, d'autres moins. Est-ce que en général les financiers n'aiment pas beaucoup, faut bien le dire. Est-ce que aujourd'hui c'est en train de basculer en se disant finalement c'est beaucoup moins risqué que la vieille économie fossilisée? Oui et non. Oui et non. En fait, on s'aperçoit bien quand même que le financement de la transition énergétique, en tout cas nous, tel qu'on le voit côté investisseurs, actions ou justement les obligations, ça reste des secteurs industriels et cycliques. Donc, si on regarde sur l'ensemble des possibles, c'est quand même les secteurs les plus risqués. Pour autant, on s'aperçoit bien qu'on peut faire de grandes distinctions parce que beaucoup réduisent au secteur de l'énergie la problématique du changement climatique. Or, c'est totalement faux. Beaucoup d'acteurs de l'industrie, de manière beaucoup plus générale, apportent des réponses. Je pense par exemple à l'efficacité énergétique, qui est un champ extrêmement vaste et dans lequel on va retrouver des entreprises à peu près à tous les niveaux. Il y a également une remarque qui a été faite, je crois que c'est par vous, sur les process, c'est-à-dire il n'y a pas que les solutions que peuvent apporter les entreprises, et ça, on y est évidemment très attentif. Il y a aussi comment une entreprise, dans sa mise en œuvre de son business au quotidien, va être plus efficace et moins impactante. Et là, on peut aller chercher justement des secteurs qui n'ont finalement peu de risques climatiques, qui apportent peu de solutions, mais qui sont peu carbonés. Je pense par exemple au secteur des médias, au secteur de la finance, encore que c'est discutable. Mais ça dépend si on regarde les émissions qui contribuent à financer ou leurs émissions directes. Et là, vous parlez d'un point important, on pourra y revenir, qui est celui de la méthodologie. On va y revenir, mais en attendant, Thierry Philipponard, est-ce qu'aujourd'hui, de façon plus large, plus macro, on va dire, le secteur de la finance a intégré le changement climatique comme un paramètre de risque quantifiable ? Il y a une très très claire tendance dans cette direction depuis quelques années déjà, avec une accélération considérable depuis 6 mois. Évidemment, comme Léa le disait il y a quelques minutes, le secteur financier, il va regarder le risque, il va regarder les opportunités, le potentiel de gain, et puis il va équilibrer. Sur la partie risque, j'ai envie de dire qualitativement, sur le principe, le risque est intégré dans beaucoup de pensées. Oui, il y a un risque. Après ça, c'est une chose de le qualifier, c'est autre chose de le quantifier. Parce qu'un financier, pour quantifier un risque, il a besoin de 3 choses. Il a besoin d'un montant du risque, il a besoin d'un moment où ce risque va se produire, et puis il a besoin d'une probabilité d'occurrence du risque. Qu'il y ait du risque, c'est certain. Le quantifier en montant, c'est relativement possible. Des études très intéressantes ont été faites sur les actifs de type pétrole ou charbon qui ne devraient pas être sortis de terre si on veut respecter les objectifs climatiques de limitation du réchauffement à 2 degrés. Donc ça, on arrive relativement bien à quantifier. Après ça, les 2 autres dimensions de quand et de probabilité, c'est beaucoup plus complexe. On peut faire beaucoup d'hypothèses. L'intuition, c'est de se dire que le quand dépasse l'horizon temps de la plupart des financiers aujourd'hui. Voilà, donc quand est-ce qu'on commence à s'y mettre, sachant que beaucoup d'investisseurs ou de financeurs ont des horizons temps qui vont de, pour les plus courts, quelques jours ou quelques semaines, pour beaucoup d'entre eux, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis pour ceux qui sont très ambitieux sur la durée de temps, 4-5 ans. Mais peut-être que tout ça, ça se réalise dans 10 ans. Voilà. Et pour autant, il y a cette prise de conscience que quand on va tous prendre conscience précisément, ça va être la bousculade pour la porte de sortie, et là, il sera trop tard, parce que ça sera la panique. Donc, comment est-ce qu'on gère ça dans la durée ? Alors, dans ce contexte, il y a le président du Conseil de stabilité financière mondiale, qui est aussi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui essaie justement, ce qui est compte tenu de sa position d'un poids très lourd dans le monde de la finance, de tenter en tout cas de trouver les moyens de mesurer
et d'expliquer ce risque climatique plus largement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est devenu une star de la lutte contre le changement climatique ? Il est devenu une star parce qu'il a la position de gouverneur de la Banque d'Angleterre, et puis Marc Carney est également donc président du Conseil de stabilité financière. Ce sont deux positions pour le moins d'importance. Donc c'est un des plus hauts régulateurs financiers et bancaires de la planète. Et puis il a dit, moi je pense qu'il y a un risque financier, il y a un risque pour la stabilité financière inhérent à la question climatique. Après ça, une fois que j'ai dit ça, il va falloir le quantifier et en faire quelque chose d'utilisable par les investisseurs, par les financeurs, par les banquiers, par les régulateurs. Donc il a chargé le Conseil de stabilité financière d'étudier la question, ce qui est la bonne façon de faire. Et la deuxième chose qu'il a faite, avec quelques annonces d'ailleurs la semaine dernière pour aller plus loin, c'est le fait de créer une task force, comme on dit en mauvais français, qui va avoir comme objectif de faire des propositions pour donner de l'information, pour donner de la transparence aux risques climatiques encourus par les financiers. Donc cette task force, elle va être dirigée par Michael Bloomberg, ça a été annoncé il y a quelques jours. Alors ça fait le lien d'ailleurs avec les initiatives dont parlait Carlos de Freitas, puisque Michael Bloomberg, il est à la fois Monsieur Bloomberg, c'est un monsieur données financières, mais aussi l'envoyé spécial des Nations Unies pour les villes. Donc on voit bien que tout ça, même si ça n'est pas forcément évident, fait du lien, et que la question de à quelle échelle, comment, qui finance finalement, tout est lié en fait. Bien sûr, et c'est une dynamique qui me semble très intelligente, parce que en fait la façon dont fonctionne le monde de la finance, c'est par intégration d'informations. Donc qui dit intégration d'informations dit avoir l'information à sa disposition. Tant qu'on n'a pas cette information, on ne peut pas travailler. Une fois qu'on l'aura, est-ce qu'on aura tout résolu ? Non. Mais est-ce que c'est une étape préalable, indispensable ? Oui, parce que là, il va y avoir la possibilité pour tout un chacun de faire son travail. Pour les gérants d'actifs, de prendre l'information, de l'analyser et se dire je prends quelle décision dessus. Pour ceux qui apportent du financement bancaire, même chose. Pour la société civile, pour les analystes, pour les régulateurs, tout le monde va prendre cette information, se dire qu'est-ce que ça veut dire pour ma mission. Et petit à petit, on va avoir une dynamique qui va se créer. En tout cas, on peut l'espérer, qui aille dans le bon sens. Alors les forces du marché, j'ai envie de dire, qui feront leur boulot une fois qu'on les aura nourris. Alors cela dit, il faudrait accélérer le processus compte tenu de l'urgence climatique. Donc la France est la première à ce stade à avoir une loi qui oblige les acteurs financiers, les principaux acteurs financiers de ce pays, à justement fournir ces informations. Quel est le rôle de ce dispositif, et est-ce qu'on peut espérer qu'il soit dupliqué plus largement ? Alors, le rôle de ce dispositif auquel vous faites référence, qui est en fait l'article 173 de la loi sur la transition énergétique qui a été votée au mois d'août 2015 en France, participe exactement de la même logique, de la même dynamique que celle qu'on évoquait pour le Conseil de stabilité financière et cette task force dirigée par Michael Bloomberg. C'est la dynamique de « donnez-moi l'information, dites-moi ce que vous faites ». Et l'article 173 dit aux investisseurs français, que ce soit les investisseurs institutionnels ou les fonds distribués au grand public, dites-moi ce que vous faites. Vous n'avez pas l'obligation de faire quelque chose, mais vous avez l'obligation de me dire ce que vous faites, quitte à me dire « je ne fais pas ». Évidemment, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que c'est une incitation relativement évidente à faire, parce qu'il est quand même de plus en plus difficile pour un investisseur de dire « moi je m'en moque, c'est pas mon sujet ». Voire risqué, c'est-à-dire il y a aussi des risques de poursuites judiciaires de dire ça. Alors, dans un deuxième temps, il pourra y avoir des risques de poursuites judiciaires. En tout cas, pas en France. Ça dépend aussi des systèmes juridiques qui seraient liés à ces questions. Et puis la deuxième chose, au-delà du fait que ça constitue une incitation formidable à faire, parce que encore une fois, c'est quand même très difficile de dire je ne fais pas, c'est le fait de donner l'information qui va permettre à tout un chacun de s'emparer du sujet. Il y aura des débats, il y aura des conférences, il y aura peut-être des polémiques sur « ah, j'aime pas ta méthode, j'aime pas la façon dont tu analyses les choses », mais c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, on va avoir une dynamique qui, on peut l'espérer, en tout cas c'est la logique, va aller dans un sens d'intégration de ces questions par la finance. Alors, et ce qui est important, pardonnez-moi, c'est que ça soit une intégration pour tout le monde et par tout le monde, et par tous les financiers. Que ces questions de finance-climat ne restent pas un sujet de niche, de quelques financiers convaincus, le cas échéant militants, mais que ça soit juste normal.
mainstream, comme souvent on peut dire. Voilà. Et cette loi, elle est intelligente à ce niveau-là parce qu'elle dit tout le monde va participer de cette évolution. Alors Léa, un des éléments d'information qu'on peut attendre de ces investisseurs, c'est l'empreinte carbone. Alors je pense qu'il faut peut-être expliquer un petit peu ce que ça veut dire que l'empreinte carbone d'un portefeuille financier. Et finalement, l'un des paradoxes du moment, c'est qu'on a une loi alors que la méthodologie en question est assez peu stabilisée, non ? Oui. Et comme dans tous ces sujets en fait qui ont attrait au développement durable, on est sur des indicateurs très nouveaux où la transparence, comme l'a dit Thierry, est extrêmement importante mais très variée. L'empreinte carbone, c'est quoi ? C'est l'objectif déjà, avant même de savoir ce que c'est de donner une information justement à un investisseur sur le niveau d'émissions CO2 que son portefeuille, lorsqu'il investit dedans, va avoir. Donc ça veut dire qu'on va le comparer, parce que si on ne le compare pas, cette information, dans l'absolu, elle ne veut rien dire. Donc on va certainement le comparer à des indices de référence, par exemple sur le marché action, mon portefeuille contre le CAC 40, si par exemple j'investis un portefeuille français. Ça, c'est une supposition. Après, derrière, comment on la calcule, cette empreinte ? Et c'est vrai que là, les méthodologies sont très larges. La voie la plus facile et qu'on va retrouver plus traditionnellement sur le marché, c'est de regarder les impacts directs, les émissions directes d'une entreprise. C'est-à-dire une entreprise, dans le cadre de sa production, combien elle émet. Et nous, notre vision, c'est de se dire, si on s'arrête à ça, on est trop loin du sujet. Il faut intégrer l'utilisation des produits. Et c'est là que justement tout le débat des méthodologies Ce qu'on peut peut-être donner comme exemple, c'est l'idée qu'à la limite, les constructeurs de voitures peuvent être... Le constructeur automobile est un très bon exemple. C'est l'usage de la voiture. Voilà, je construis une voiture, donc j'ai une usine qui produit, qui dans le cadre de cette production va avoir un sourcing d'énergie. Donc ça, c'est mes émissions directes qu'on appelle scope 1 et scope 2. Dans le jargon. Et puis le scope 3, c'est une fois que ma voiture est sortie de l'usine et que mon utilisateur la conduit tous les jours, quel est l'impact ? Et là, typiquement, chez les constructeurs, 80% de l'impact se situe au niveau de l'utilisation du produit. Donc si on s'arrête uniquement à l'usine, à l'entreprise constructeur automobile, on rate une très grande partie du problème. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation dans ces critères et c'est tout le problème. Ça veut dire qu'on va avoir une effervescence d'informations, d'empreintes carbone, de plein de portefeuilles, de plein d'investissements qui sont finalement pas très comparables. Et donc, est-ce que ça permet aujourd'hui de faire des choix d'investissement en fonction de cette empreinte carbone, de la façon dont vous la calculez ? Et est-ce que le premier travail, finalement, des investisseurs et des financiers, c'est pas de faire pression sur les entreprises pour obtenir des données plus homogènes, plus qualifiées, plus certifiées aussi ? Ça, je pense que c'est une très bonne question. La deuxième partie, en tout cas, les entreprises ont largement fait le pas de nous donner l'information. Le problème, il n'est plus là. Je pense que nous, financiers, on a un rôle à jouer beaucoup plus important parce que les entreprises, aujourd'hui, sont capables de calculer leurs empreintes carbone pour la plupart. Et si elles ne le font pas encore, elles sont en train de le mettre en place. Sincèrement, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est plutôt nous, financiers, comment on va utiliser cette information. Alors cette information-là, et toi tu l'as dit Thierry, c'est très important, il faut être capable de l'analyser. Typiquement, une des absurdités de je veux réduire l'empreinte carbone de mon portefeuille, c'est de se dire je vais aller investir directement sur tous les secteurs où il n'y a pas ou peu d'émissions carbone. Donc les médias, la finance, la santé, mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Donc il faut élargir ce spectre de pensée et se dire quelles sont les entreprises qui apportent des solutions pour demain. Et donc il faut quand même avoir en tête que 60% des entreprises cotées n'apportent aucune solution au changement climatique demain de par leurs produits. Elles sont faiblement émettrices, mais finalement n'apportent pas de solution. Donc si je regarde les 40% restants, j'en ai la moitié qui sont des forts émetteurs carbone. Et cela, a priori, si je veux être un investisseur engagé et qui finance la transition énergétique, je vais les enlever de mes portefeuilles. Et je vais me concentrer sur les 20% restants, qui sont pour une partie les énergies renouvelables, mais une toute petite, c'est 1%, c'est rien du tout. Et puis le reste, c'est la transition énergétique à travers les différentes industries et les différentes technologies, solutions d'amélioration et d'efficacité. Thierry, en quoi ce que vient de décrire Léa, qui est effectivement une forme d'investissement responsable, en quoi aujourd'hui elle est assez généralisée au sein de l'investissement responsable et comment en France, où il s'est beaucoup développé, il a permis finalement l'émergence d'une analyse telle que vient de la décrire Léa ?
L'investissement responsable recouvre des techniques de gestion qui sont clairement très différentes. Il y a certaines méthodes de gestion qui consistent à sélectionner les meilleurs de leur catégorie. Il y en a d'autres qui consistent à exclure. Et puis la troisième grande famille d'approches consiste à travailler avec, dans le jargon, s'engager avec l'entreprise. Ce que vient de décrire Léa, c'est, qu'elle me corrige si je dis des bêtises, c'est une combinaison de ces différentes briques pour essayer d'avoir le portefeuille le plus proche possible d'un portefeuille qu'on peut qualifier de responsable. Après ça, chaque société de gestion va avoir sa façon de faire et va mettre les curseurs à un niveau plus ou moins élevé. Si j'ai bien entendu, dans le processus de Mirova, il y a 20% d'exclusion. Voilà. On ne raisonne pas vraiment en termes d'exclusion. Je l'ai dit pour le changement climatique parce que l'expertise de Mirova est très large. Je l'ai dit pour vraiment faire prendre conscience d'une chose, c'est que si on veut décarboner des portefeuilles, il y a un moment, il y a une partie de la cotation qui ne peut pas en faire partie. Mais c'est une forme d'exclusion. Voilà. Et après ça, selon les investisseurs, il va y avoir la logique de je n'exclus pas ou certains vont exclure. Voilà, ça c'est des grands débats. La question de la mesure d'impact aujourd'hui, c'est-à-dire que, en gros, quelle que soit la technique utilisée, est-ce que je mesure et comment, jusqu'où ça change la donne sur le climat, sur le côté social? Est-ce que c'est ça qu'il faut pousser et comment, du coup? Il faut clairement pousser la mesure d'impact. Un investissement responsable, un investissement socialement responsable, si c'est qu'une méthode, de mon point de vue, et je pense du point de vue du FIR, ça ne sert à rien. Après ça, il faut commencer par la méthode. Il faut avoir une méthode rigoureuse, et puis après ça, se poser la question de dire, tiens, ma méthode, elle a quel impact? Alors après ça, il y a des débats qui sont techniques et pas simples, qui est comment on mesure l'impact. Alors il peut y avoir un pourcentage de sociétés que j'ai pas touché de ce fait. Il peut y avoir l'impact sur le monde réel, sur l'économie, sur la société, etc. Et bien sûr, ce sont des mesures qui sont pas simples, qui doivent se faire dans le temps. C'est le rôle d'une association comme le FIR de progresser ou de contribuer à faire progresser pour mesurer cet impact. Mais moi, je n'ai aucun doute qu'il faut que l'investissement responsable ait un impact. En termes, justement, j'allais vous demander de réagir à ça. Jusqu'où on parle beaucoup de partenariats public-privé. Est-ce que finalement, dans le domaine financier, entre les échanges que vous avez entendus les uns et les autres, il y a des ponts possibles, des utilisations de méthodes, des duplications de méthodes, ou est-ce qu'on est vraiment sur de droites parallèles, Pierre? Alors, j'ai peut-être des bonnes nouvelles aussi à vous dire, parce que c'est vrai qu'on a parlé France, mais il se passe des choses aussi au niveau international. D'abord, sur un point, c'est vrai que la gestion du risque, la question de l'intégration du risque, c'est un point essentiel pour faire bouger les lignes au niveau du secteur financier. Et ce que je vois depuis 2 ans, c'est aussi un autre driver, un autre critère qui permet d'orienter, qui est assez fort, qui est celui de quel avantage compétitif je vais détenir dans le futur. Je pense que la plupart des banques ou la plupart des entreprises commencent à se dire l'avenir est plutôt vert. En tout cas, on a plus de chances de se situer dans le vert, d'avoir des avantages compétitifs dans ce secteur-là que dans l'ancien. Et ça, c'est un très fort driver aussi positif, qui doit être couplé à celui du risque, mais qui est aussi très dynamique et qui permettra aussi de faire avancer les choses. Alors, 2 bonnes nouvelles. Au-delà de cette intégration par les régulateurs qui était très attendue, et derrière, je dirais, la Banque d'Angleterre, très bien, le comité de stabilité, excellent. Il manque les autres banques centrales. C'est quand même, il y a des méthodes, notamment la favorisation des collatéraux pour pouvoir permettre à des banquiers de se refinancer sur base de collatéraux verts. C'est aussi quelque chose qui est à coût zéro et qui serait très dynamique. Au-delà de ça, au niveau international, je dirais, à la fois sur la prise en compte de cette question-là et le mainstreaming, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'intégration de ces dispositions climat, de plus en plus d'acteurs se joignent en coalition. Financeurs publics comme privés. On a lancé hier une grande dynamique avec 26 banques internationales, dont le Crédit Agricole, HSBC, BNP, Société Générale, donc il y en a beaucoup françaises, mais pas que, qui se lancent avec la Banque mondiale, avec l'Agence française de développement, la BEI, dans une grande coalition autour de principes d'intégration du climat, mainstreaming climate, autour de 5 grands principes, dont l'un est le risque, mais d'autres aussi sont d'autres moteurs, dont la relation client, la transparence, etc. Il va y avoir des avancées assez significatives dans un système, comme vous l'indiquez, où en gros, tout le monde sera tiré vers le haut parce qu'on va former un peu les benchmarks, un peu les niveaux que les uns et les autres peuvent atteindre, et il y aura une forme
d'engagement des uns des autres. Deuxième bonne nouvelle, puisqu'on a parlé beaucoup d'empreinte carbone, on y a travaillé, nous ça fait 10 ans qu'on y travaille, on a un bilan carbone avec des méthodologies qui sont intégrées depuis très longtemps chez nous et qu'on teste depuis longtemps. On a construit un dialogue avec beaucoup de banques internationales sur ces sujets-là. Et pareil, on a lancé à la COP21, on a plutôt annoncé à la COP21 une harmonisation des pratiques d'un grand nombre de bailleurs de fonds, donc d'un grand nombre de financeurs internationaux, dont la Banque mondiale, la BEI, nous, sur des méthodes d'analyse de bilan carbone sur 3 grands secteurs, l'énergie, l'efficacité énergétique et le transport. Ces 3 secteurs majeurs, quelque part, de l'analyse d'empreinte carbone. Et ça, c'est une avancée importante parce qu'elle permettra justement de ne plus avoir trop de débats sur pourquoi tu fais ça, quelle méthodologie, est-ce qu'elle est vraiment comparable, est-on vraiment transparent. Là, on a quelque chose qui avance. Donc, pour dire quelque part que ça bouge au niveau français, et c'est très clair, et l'article 173 est une avancée qui est majeure et probablement unique, hein, mais ça bouge au niveau international auprès du secteur bancaire qui va être quelque part le secteur moteur de l'avancée des uns et des autres. C'est celui qui accompagne les entreprises, c'est celui qui accompagne des pays, c'est celui qui accompagne des investissements, c'est lui qui doit bouger en premier, c'est lui qui va donner l'élan et des avancées là-dessus. Léa ? Moi, je souhaitais rajouter sur ce point qu'effectivement, le secteur bancaire est un secteur très engagé et qui va effectivement donner l'élan. Le secteur de l'assurance aussi, parce que ce sont des gros investisseurs qu'il ne faut pas mettre de côté. Il y a un poids de la régulation très fort aujourd'hui sur ces acteurs. Vous m'avez posé comme question, Anne-Catherine, est-ce que finalement, ce sont des investissements risqués ? Oui, pour leur typologie, mais derrière, on voit bien que on essaye d'éviter un risque. Donc la régulation qu'il y a pu avoir ces dernières années, alors là je vais être technique, mais BAL et le Solvency empêchent beaucoup les investisseurs d'aller vers justement le financement de la transition énergétique qui est vu comme risqué. Mais on pourrait peut-être renverser la vapeur et se dire que ces investissements-là, c'est éviter un risque à terme et donc de pouvoir les financer plus facilement dans le bilan de ces assureurs et de ces banques. Carlos, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression, avec les investisseurs responsables qui sont aujourd'hui assez nombreux un peu partout dans le monde, que vous avez des interlocuteurs qui cherchent justement les moyens de financer autrement et mieux des infrastructures ou des choses comme ça ? Est-ce que vous le mesurez ? Non. Non. Encore une fois, on est sur ces sujets-là, sur des business models, pour aller très vite, qui sont très nouveaux. Donc, la finance traditionnelle, la façon d'interagir avec les collectivités locales dans le cadre de leur plan de développement qui est leur planification et ce plan de financement de ce développement, aujourd'hui, ça reste un secteur qui, contrairement au secteur des obligations d'ordre national, est véritablement une part vraiment congrue des flux financiers internationaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un appétit de ces acteurs-là pour travailler avec les collectivités locales. Le problème étant que l'état des marchés au niveau international est très différencié entre les zones développées et les zones moins développées, à la fois parce que l'accès au marché financier international pour les collectivités locales pose des questions en termes de devises et de risques sur les devises, et aussi tout simplement de non-développement des marchés au niveau domestique. Ce qui pose un énorme problème pour l'accès au financement de long terme, parce que on est en fonction de ce dont on parle, parce que là on parle beaucoup du financement des entreprises, le financement des infrastructures. Au niveau des collectivités locales, ce sont des infrastructures qui demandent, ils réclament des financements à 10, 15, 20 ans, parce que les budgets, le lissage du modèle nécessite ce financement qui est au-delà de la fraction résilience, de la fraction changement climatique, pour l'intégrer dans ces infrastructures. Donc juste sur l'ensemble de cette dynamique, on sent effectivement que les choses frémissent. Ce pourquoi les collectivités locales se sont engagées dans le cadre du sommet d'Anne Hidalgo de Paris, donc du sommet des leaders, sur un appel justement à la création d'un Green Deal pour la finance climat infranationale, c'est de convoquer à la table l'ensemble des acteurs de la finance pour mieux réfléchir sur l'échange, sur les modèles de financement et de faire en sorte que les produits et les propositions qui soient faites aux collectivités locales aujourd'hui intègrent beaucoup mieux les capacités des collectivités locales à intervenir et à proposer sur ces marchés-là des produits qui soient relativement intéressants pour la finance. Alors effectivement, pour développer un peu sur le contexte, il y a un travail qui est mené par le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'appelle l'UNEP Inquiry et qui recense partout dans le monde quelles sont les initiatives pour remodéliser entre guillemets le secteur financier. Et leur message essentiel, c'est de dire mais détrompez-vous, c'est finalement dans les pays émergents
que le secteur financier est en train de se réinventer beaucoup plus que dans les pays développés et les pays de l'OCDE, et qu'en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Brésil, il y a aujourd'hui des initiatives qui sont souvent portées par les banques centrales. Donc c'est vraiment un travail qui existe en 7 langues, et donc qu'il est utile de regarder. Mais, pardon, juste une remarque là-dessus, très rapide. Oui, mais on parle d'un segment de la finance qui ne correspond pas à la finance de l'économie réelle qui a trait à la planification du développement urbain. On est sur la finance de manière générale. On n'est pas sur le segment qui aujourd'hui est le segment Aussi. qui manque effectivement d'un véritable lien avec ces acteurs-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a tout un travail de communication, de médiation pour que les collectivités locales soient sur cette scène-là et que ce débat-là arrive aux oreilles des financeurs de l'investissement responsable. Thierry, on n'a pas évoqué finalement le citoyen qui sans doute nous écoute, qui a un peu d'épargne, qui l'a placé éventuellement sur un livret, une assurance vie ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'à sa petite échelle, il puisse jouer un rôle et en trouvant les moyens d'orienter son épargne vers des financements plus verts, ou d'être sûr déjà qu'il finance pas des choses trop noires, on va dire? La façon pour le particulier qui a de l'épargne, c'est de se diriger vers les fonds. Il y en a, gérés par un certain nombre de sociétés de gestion qui gèrent des produits de ce type. Il y a une initiative qui a été prise récemment par les pouvoirs publics français d'un label dit transition écologique et climat, TEC. Transition énergétique pour le climat. Énergie et climat, voilà, qui fondamentalement va donner un label public sur ce qui sera des fonds dont une partie très significative des actifs sera consacrée à des investissements verts. C'est clairement un moyen de reconnaître ce type de produit. Après, même sans ce label, il existe des sociétés de gestion, Mirova en est une, mais il y en a d'autres, qui développent des produits de ce type. Et en se renseignant, en allant sur les sites internet, en demandant à son conseiller financier, on peut trouver les endroits où ça existe. Léa, vous aujourd'hui, quand vous faites ce type de sélection, de gestion financière, vous vous adressez à qui? À des investisseurs institutionnels qui doivent remplir l'article 173, ou aux épargnants qui font partie, par exemple, du groupe BPCE auquel appartient Mirova? Aux deux, évidemment. Et justement, ça me permet de rebondir sur votre remarque sur les infrastructures. C'est vrai que la gestion ISR, au départ, c'était principalement les actions. C'était un marché principalement drivé par les investisseurs institutionnels parce que c'est technique, mais qui s'ouvre progressivement aux particuliers, et je l'espère qu'il continuera à s'ouvrir. Et nous adressons ces deux types de clients. Alors, à la fois par les réseaux des banques populaires et caisses d'épargne, qui sont nos réseaux, et donc là, on a des particuliers derrière. Si on regarde les investisseurs long terme sur les infrastructures, les assureurs, les fonds de pension sont tout à fait intéressés par ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des investissements qui vont avoir 15, 20, 25 ans de durée de vie, et sur lesquels l'analyse de ce qu'on met à l'intérieur de ces infrastructures et la prise en compte du climat, et pas seulement, est essentielle. Et puis, sur les actions, les obligations, les green bonds qu'émettent aussi les collectivités locales, mais pas seulement, on va retrouver à nouveau des investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, etc. Est-ce que vous pensez pas que c'est une des conséquences du Volkswagen qui est aujourd'hui, allez, on voit bien que dans le scepticisme ambiant, tout le monde doit être plus climatique, plus green que vert, etc. Quelles sont les garanties qu'il faut apporter aux clients, quels qu'ils soient d'ailleurs, institutionnels ou particuliers, sur la couleur verte du produit financier qu'on lui propose? Eh bien, il y en a deux. La première, c'est ce que tu as évoqué, c'est l'impact. Il va falloir être capable maintenant de mesurer les impacts des investissements qu'on fait, sinon on n'est plus crédible. Et la deuxième, c'est la transparence. Il faut absolument être capable de dire ce que l'on a dans les portefeuilles, dans quoi on investit, pourquoi on investit. Et arrêter justement de se cacher derrière justement le fait que il y a une concurrence énorme entre tous ces fonds et tous ces gestionnaires qui fait qu'on ne peut pas se donner cette information. Parce que le jour où ça sort, là il y a un véritable problème. Juste pour conclure, Pierre, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans la masse d'informations données dans le cadre de la COP21, cette question de la finance vous paraît traitée à sa juste valeur, et comment finalement après la COP on va se réveiller en mesurant l'impact de toutes ces annonces? Comment on va faire? Alors, moi je pense qu'effectivement, s'il y a un changement majeur qui est intervenu et qui est fort à la COP, c'est ce sujet finance. Il a été très dynamique.
Et quand on parlait tout à l'heure d'avoir une meilleure transparence et une meilleure vision à la fois sur l'impact, donc je l'ai dit par exemple sur l'empreinte carbone, beaucoup d'avancées, mais aussi simplement sur la définition de ce qu'est le climat. Qu'est-ce qu'un actif vert, qu'est-ce qu'un actif climat? A priori, tout le monde peut donner sa définition. Là encore, il y a eu beaucoup de travaux et un grand nombre d'institutions financières mettent sur la table des méthodologies communes avec un objectif. Voilà, vous avez la méthodologie et voilà nos chiffres, tout est transparent, vous pouvez éventuellement même nous dire qu'il y a un souci là et là, mais en tout cas, il y a une vraie avancée là-dessus. Et du coup, on parle tous le même langage, on devient une obligation, quelque part, de à la fois d'être transparent, mais de pouvoir construire des stratégies à partir de ce même langage. Et ça, c'est essentiel. Ça paraît un petit peu anodin, mais sans ça, on ne peut pas construire des stratégies. Je dirais que moi, là, ce qui se passe depuis 2 ans est un mouvement très intéressant, majeur, auquel je dois dire presque, je ne m'attendais pas, en tout cas pas de cette ampleur, qui touche pas simplement les banques publiques, parce qu'évidemment on les attend au tournant, mais qui touche l'ensemble de la finance, du Nord, on va dire des pays développés, mais aussi des pays en développement, des pays émergents. On est, nous, dans une grande coalition avec plus d'une vingtaine de banques, où il y a la Banque brésilienne de développement, la Banque sud-africaine, la Banque chinoise, et tous, quelque part, avancent avec, pour moi, ces vraies 2 considérations. Ok, le risque, c'est très fort, c'est très important, et puis cette question d'avantage comparatif dans le futur, parce que le futur est plus vert. Oui, ce qu'on évalue, nous, à Novetic, à plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs qui sont gérés par plus de 1000 investisseurs qui intègrent un titre ou un autre le changement climatique dans la gestion financière. Merci beaucoup à vous 4 sur cette note d'optimisme. On va terminer ce débat. Merci beaucoup. Merci. Merci.